Robe de chambre. Nous étions donc au lit, bavardant et somnolents par alternances brèves. De temps à autre, Kikeg posait sans gêne ses jambes brunes et tatouées contre les miennes, puis les retirait tout aussi simplement. Il n'y avait plus aucune cérémonie entre nous. À la fin, à force de bavardage, l'envie de dormir nous passa tout à fait et le désir nous prit de nous lever, bien que le point du jour fût encore assez loin. Nous étions même si bien éveillés que notre position allongée devenait fatigante. En fin de compte, nous nous trouvâmes assis, toujours bien bordés dans les couvertures, mais adossés à la tête du lit, les genoux remontés, et nos nez dessus comme si nos rotules avaient été des chaufferettes. Nous nous sentions parfaitement bien, d'autant que dehors il faisait froid, et sans chercher si loin, froid aussi dans la chambre qui était sans feu. À ce sujet, j'ose avancer que, pour bien jouir de la chaleur, il faut avoir quelques petites parties du corps exposées au froid, car il n'est qualité au monde qui ne vaille que par le contraste. En soi, rien n'existe. Si vous vous vantez d'être partout et depuis longtemps confortable, vous pouvez être assuré que vous n'êtes plus confortable du tout. Mais si, au lit, comme Kikeg et moi, vous avez le sommet du crâne légèrement froid, alors, en votre âme et conscience, vous pouvez vous flatter d'être incontestablement au chaud. Pour cette raison, une chambre à coucher ne devrait jamais avoir de feu. C'est là une des incommodités luxueuses des riches, car le comble du bien-être est de n'avoir, entre votre corps au chaud et le froid extérieur, que votre courte pointe. Alors vous êtes comme une étincelle unique au cœur d'un cristal arctique. Nous étions assis, depuis un moment, dans cette position recroquevillée, lorsque j'eus soudain envie d'ouvrir les yeux, car entre les draps, quoi que ce soit nuit ou jour, que je dorme ou non, je tiens toujours mes yeux fermés afin de me concentrer davantage sur l'agrément d'être au lit. Aucun homme ne peut avoir aussi bien conscience de sa propre réalité qu'en ayant les yeux fermés. Comme si, en vérité, l'obscurité était la chose la plus propice à l'essence de notre être. La lumière, elle, étant surtout utile à notre corps de terre. Donc, quand j'ouvris les yeux, sortant de ma plaisante obscurité intérieure, j'éprouvais une répulsion au contact de cette obscurité extérieure, et Boucher, qui règne 12 heures de nuit, et ne trouvait rien à redire à ce que Kikeg, comme il le suggérait, ralluma la lampe, puisque nous étions si complètement éveillés. Il avait grande envie de tirer quelques paisibles bouffées de son tomahawk. Malgré la grande répugnance que j'avais montrée à le voir fumer la nuit d'avant, voyez comme nos préjugés s'amollissent avec l'amitié. Je dois avouer que, cette fois, non seulement ça m'était égal, mais l'idée de l'avoir fumant à mes côtés, plein de joyeuse confiance, me plaisait fort. Je n'avais plus aucun scrupule superflu au sujet de la police d'assurance du patron contre l'incendie. Plus rien, désormais, ne comptait que notre intimité et le partage d'une pipe et d'une couverture avec un vrai copain. Notre manteau poilu, sur nos épaules, nous nous passions l'un à l'autre le tomahawk, et bientôt il y eut sur nos têtes un baldaquin de fumée bleue, illuminé par la lampe rallumée. Était-ce que ce baldaquin onduleux évoquait pour mon sauvage des scènes lointaines? Je ne sais. Mais il se mit alors à parler de son île natale, et moi, avide d'entendre son histoire, je l'engageai à continuer. Il s'y prêta de bon cœur, et quoiqu'à ce moment-là, je ne pouvais saisir que quelques mots, néanmoins ses confidences ultérieures, quand son parler guttural me fut devenu familier, me permettent de présenter en gros cette histoire, si tant est qu'on puisse donner ce nom à l'esquisse que voici. Biographie. Kikeg était native de Rokovoko, une île très loin dans le sud-ouest. Elle n'est sur aucune carte. Les endroits vrais n'y sont jamais. Un sauvage nouvellement éclos ne pense généralement qu'à courir dans sa brousse natale, vêtu d'une poignée de feuilles, comme s'il était un jeune arbre vert. Mais même alors, dans l'âme ambitieuse de Kikeg, se cachait un grand désir de connaître de la chrétienté autre chose que quelques échantillons de baleiniers. Son père était un grand chef, un roi.
Son oncle était grand prêtre, et du côté maternel, il se vantait d'avoir pour tante des femmes de guerriers indomptables. Un sang excellent coulait dans ses veines, un sang royal, tristement gâté, je le crains, par cette chair humaine qu'il avait mangée au cours de sa jeunesse ignorante. Un bateau de Sagar-Bor, visitant la baie où régnait son père, Kikeg y chercha un passage vers les terres chrétiennes. Mais l'équipage étant au complet, sa demande fut refusée, et toute l'influence du roi son père ne servit de rien. Kikeg prit une détermination. Seul, dans sa pirogue, il s'en fut à une passe éloignée où il savait que le bateau passerait en quittant l'île. D'un côté, il y avait un banc de corail, de l'autre, une langue de terre basse, couverte de buissons et de palétuviers, poussant jusque dans l'eau. Cachant sa pirogue, qui flottait encore parmi ces buissons, la proue pointée vers la mer, il s'assit à l'arrière, l'aviron tenu bas. Lorsque, doucement, le bateau passa près de lui, il sortit comme une flèche et gagna ses flancs. D'un coup de pied en arrière, il coula sa pirogue, puis grimpa au chêne, et, se jetant à plat ventre sur le pont, il s'agrippa des deux mains à une cheville à boucle, jurant de ne pas lâcher, même si on le coupait en morceaux. En vain le capitaine le menaça-t-il de le jeter par-dessus bord. En vain un coutelas fut posé sur ses poignets nus. Kikeg était fils de roi. Kikeg ne broncha pas. Frappé de ce courage désespéré et de ce désir insensé de voir la chrétienté, le capitaine céda à la fin et lui dit de faire comme chez lui. Mais ce magnifique jeune sauvage, ce prince de Galles des mers, ne vit jamais la cabine du capitaine. On le mit avec l'équipage et on fit de lui un baleinier. Tout comme le tsar Pierre, heureux de travailler dans les chantiers maritimes des ports étrangers, Kikeg n'était rebuté par aucune ignominie, s'il pouvait, par elle, gagner le pouvoir d'éclairer ses ignorants compatriotes. Au fond, m'avoua-t-il, il avait agi, mu par un profond désir d'apprendre parmi les chrétiens ces arts grâce auxquels il aurait rendu son peuple plus heureux, et mieux, meilleur que ce qu'il était. Hélas, les us et coutumes des baleiniers lui donnèrent vite le soupçon que les chrétiens peuvent être malheureux et mauvais. Beaucoup plus même que tous les sujets de son père. Parvenu finalement à Sagar-Bor, en voyant comment les marins s'y comportaient, et pareillement voyant à Nantucket de quelle façon ils dépensaient leur paye, le pauvre Kikeg perdit alors tout de bon ses illusions, et il pensa que le monde était mauvais sous n'importe quel méridien, et qu'autant valait mourir païen. Et c'est ainsi qu'idolâtre jusqu'au fond du cœur, il continua de vivre néanmoins parmi les chrétiens, portant leurs habits et essayant de parler leur jargon. D'où ces façons drôlatiques, alors même qu'il était parti de chez lui depuis longtemps. De façon détournée, je lui demandais s'il n'avait pas l'intention d'y retourner et de se faire couronner, puisqu'il pouvait considérer son père comme mort et enterré, les dernières nouvelles qu'il avait eues de lui le donnant comme très affaibli par l'âge. Il répondit que non, que pas encore. Il ajouta qu'il craignait que la chrétienté, ou plutôt les chrétiens, ne l'eussent rendu impropre à monter à ce trône que 30 rois païens avant lui avaient laissé pur de souillure. Mais plus tard, dit-il, il y retournerait, dès qu'il se sentirait comme rebaptisé. Pour le moment, il se contentait de naviguer en semant son ivraie à travers les 4 océans. On avait fait de lui un harponneur, et se faire barbeler lui tenait lieu de spectre désormais. Je lui demandai quelles étaient ses intentions quant au présent. Il me répondit « retourner à la mer dans son ancien métier ». Là-dessus, je lui annonçai que moi, je comptais faire la chasse à la baleine, et que mon idée était de m'embarquer à Nantucket, parce que c'était le port le plus prometteur pour un baleinier en quête d'aventure. Aussitôt, il résolut de m'accompagner à cette île, de s'engager avec moi sur le même navire, d'avoir les mêmes heures de quart, la même embarcation, la même gamelle, bref, de tout partager. Mes 2 mains dans les siennes, de plonger hardiment dans les chances des 2 mondes. Je consentis à tout, joyeusement, car outre l'affection que je ressentais maintenant pour Kikeg, c'était un harponneur expérimenté qui ne pouvait manquer d'être très utile à un comme moi, ignorant des mystères de la pêche à la baleine, très familier avec la mer,
mais à la façon des marins marchands. Son histoire s'acheva avec les premières bouffées de sa pipe. Sur ce, Kikek m'embrassa, frotta son front contre le mien et souffla la lumière. Nous nous boulâmes dos à dos et très vite nous nous endormîmes. La brouette. Le matin suivant, donc le lundi, après avoir placé la tête embaumée chez un coiffeur, comme buste, je réglai ma note et celle de mon camarade avec l'argent de ce dernier. Le patron, ricaneur, et ses pensionnaires semblaient prodigieusement amusés de l'amitié soudaine de Kikek et de moi. Surtout après que les histoires abracadabrantes de Peter Coffin m'eurent d'abord tant alarmé au sujet de ce personnage dont il me voyait devenu le copain. Nous empruntâmes une brouette et y empilâmes nos bagages, c'est-à-dire mon pauvre petit sac, le sac de toile et le hamac de Kikek. Nous descendîmes à la recherche de la mousse, le petit schooner faisant le service de Nantucket, qui était amarré au quai. Sur notre passage, les gens ouvraient de gros yeux, non pas à cause de Kikek, ils avaient l'habitude de voir dans leur rue des cannibales comme lui, mais de nous voir tous deux en si bons termes. Nous n'y prêtons guère attention, continuant de pousser la brouette à tour de rôle. De temps à autre, Kikek s'arrêtait pour rajuster le fourreau sur le dard de son harpon. Je lui demandai pourquoi, à terre, il s'encombrait de cette arme, et si les bateaux baleiniers ne fournissaient pas leur propre harpon. À quoi il me répondit que c'était vrai, mais qu'il avait une affection particulière pour le sien parce qu'il était fait d'un acier sûr, éprouvé dans maints combats mortels, et qu'il s'était enfoncé profondément dans des cœurs de baleines. Bref, comme beaucoup de moissonneurs et faucheurs vont auprès des fermiers avec leurs propres faux. Bien que n'étant nullement obligé de la fournir, ainsi pour les mêmes raisons, il préférait son propre harpon. En me reprenant la brouette, il me raconta une histoire drôle à propos de la première brouette qu'il avait vue. C'était à Sagarbor. Les armateurs de son bateau, paraît-il, lui avaient prêté une brouette pour trimballer son lourd coffre à son logement. Pour ne pas avoir l'air d'un ignorant, bien que ne sachant pas du tout comment se servir de cet objet, il avait posé le coffre dessus, l'avait solidement arrimé et, mettant la brouette sur son épaule, s'en était allé ainsi le long des quais. « Mais Kikek, dis-je, vous auriez pu savoir ça, il me semble. Est-ce que les gens n'ont pas rigolé ?» Sur ce, il me raconta une autre histoire. Il paraît que ceux de son île de Rokovoko, pour leur festin de mariage, versent le lait des jeunes noix de coco dans une grande calebasse colorée comme un de nos bols à punch. Et ce bol forme l'ornement principal au centre de la natte tressée sur laquelle a lieu le festin. Or, certains grands navires marchands aborda une fois à Rokovoko. À ce que je crus comprendre, un monsieur, à tout le moins très digne et bien formaliste pour un capitaine de navire, fut invité à la fête de mariage de la sœur de Kikek, une jolie petite princesse qui venait d'avoir ses 10 ans. Bon, quand tous les invités furent assemblés dans la case de bambou de la mariée, le capitaine fit son entrée et, désigné à la place d'honneur, prit place à côté du bol, entre le grand prêtre et sa majesté le roi, père de Kikek. Le bénédicité prononcé, car ces gens ont aussi leur bénédicité, comme nous, quoique, me dit Kikek, pas comme le nôtre, bien sûr, qui, à ce moment-là, regardons nos assiettes, tandis qu'eux imitent les canards et regardent en l'air vers le grand dispensateur de tous les festins. Le bénédicité, disais-je, étant prononcé, le grand prêtre ouvrit le banquet selon un rite immémorial de l'île. Il trempe le bout de ses doigts consacrés et consacrant dans la calebasse avant que la boisson ainsi sanctifiée circule. Se voyant placé à côté du grand prêtre et supposant, en tant que commandant de vaisseau, avoir la préséance sur un simple roi d'île, surtout dans la propre maison du roi, le capitaine, sans hésitation, lava froidement ses mains dans le bol à punch qu'il avait pris, je suppose, pour un énorme rince-doigt. « Alors, me demanda Kikek, vous pensez quoi? Nos gens à nous avoir pas rigolé ?» Une fois le passage payé et le bagage en sûreté, nous nous trouvâmes enfin à bord du schooner.
Hissant ses voiles, il descendit lentement la rivière de l'Acushnet. D'un côté, New Bedford élevait en gradins ses rues dont les arbres glacés de givre scintillaient dans la froide pureté de l'air. Sur les quais, des tonneaux étaient empilés par collines, par montagnes. Des navires baleiniers qui venaient de parcourir le monde reposaient silencieux côte à côte, solidement ancrés en sécurité et enfin au calme. Sur d'autres bateaux, des bruits de charpentiers et de menuisiers au travail s'élevaient, mêlés au ronflement des forges et des feux fondant le goudron. Ils annonçaient que de nouvelles croisières se préparaient et qu'à peine un long et périlleux voyage est achevé qu'un second commence. Et le second terminé, un troisième s'amorce de nouveau, et ainsi de suite, pour toujours et à jamais. Ainsi est l'infini et l'intolérable de tous les efforts terrestres. Un peu plus au large, le vent fraîchit. La vaillante petite mousse rejetait la vive écume de son avant comme un jeune poulain sa bave. Ah, comme je reniflais cet air d'enfer! Ah, comme je reniais avec joie cette terre gardée de barrières! Cette grande route commune, partout bosselée des marques de talons et de sabots d'esclaves. Comme je m'en détournais pour admirer la magnanimité de la mer, qui, elle, ne garde aucune trace. À la même fontaine d'écume, Kikeg semblait boire et chanceler avec moi. Ses narines sombres se dilataient et il montrait ses dents pointues et limées. Et nous voguions, nous voguions. Nous avions gagné le large. La mousse rendait hommage à la rafale, plongeant et piquant du nez comme un esclave devant le sultan. Penchés, nous sautions de côté. Chaque cordage vibrait comme un fil de fer. Les deux grands mâts ployaient comme des roseaux dans les orages de terre. Nous étions si pleins de spectacles houleux, debout sur le beaupré, plongeant, que nous ne prêtions nulle attention au regard narquois des passagers. Une escouade de nigauds, qui s'esclaffaient de nous voir si copains, comme si un homme blanc était quelque chose de plus qu'un nègre passé au lait de chaux. Mais il y avait là quelques pecnos stupides qui, d'après leur couche de naïveté, devaient tout juste sortir du cœur de leur bois vert. Kikeg en surprit un en train de faire des grimaces derrière son dos. Je crus que la dernière heure du croquant était venue. Laissant tomber son harpon, le sauvage tout en muscles prit l'homme dans ses bras et avec une dextérité et une force peu communes, l'envoya dinguer haut dans l'air. Puis, à mi-culbute, il te lui donna une légère tape sur le cul. Le gars, tout suffocant, retomba sur ses pattes. Mais déjà Kikeg lui avait tourné le dos et avait allumé son tomahawk, qu'il me passa pour que j'en tirasse une bouffée. « Capitaine, capitaine !» hurla le croquant en courant vers cet officier. « Capitaine, v'là le diable !»« Hello, vous, monsieur !» cria le capitaine tout en marchant droit sur Kikeg. « Qu'est-ce que vous foutez, tonnerre? Vous ne savez pas que vous auriez pu tuer cet homme ?»« Quoi dit lui ?» me demanda Kikeg, en se tournant tranquillement vers moi. « Il dit que vous avez presque tué cet homme-là, répondis-je, en lui montrant du doigt le blanc bec encore tout frissonnant. « Tuer lui ?» s'étonna Kikeg, en fronçant son visage tatoué avec une expression effrayante de mépris. « Ah, Ali, trop petit poisson. Kikeg non tué si petit poisson. Kikeg tué grande baleine. »« Écoutez, hurla le capitaine. Je vous tuerai, vous, espèce de sauvage, si vous essayez encore un de vos tours ici à bord. Faites bien attention à vous. » Mais il advint que, juste à ce moment, ce fut au capitaine d'avoir à faire attention à lui-même. La poussée prodigieuse du vent sur la grand-voile avait fait courir l'écoute, et maintenant l'énorme arc-boutant volait de part et d'autre, balayant complètement le pont arrière. Le pauvre petit gars que Kikeg venait de malmener fut lancé par-dessus bord. Tout l'équipage était frappé de terreur. Essayer d'attraper le maître-écoute pour l'immobiliser semblait folie. Il volait de droite et de gauche, allant et revenant presque dans le tic-tac d'une horloge, et à chaque moment semblait sur le point de briser en éclats. On ne faisait donc rien, et il semblait bien qu'il n'y avait rien à faire. Ceux qui se trouvaient sur le pont s'étaient réfugiés à l'avant et restaient à regarder le bout dehors comme s'ils avaient été la mâchoire inférieure d'une baleine furieuse. Au milieu de ce tohu-bohu, consterné, Kikeg tomba adroitement à genoux et, ramenant sur le chemin de l'arc-boutant, il saisit un filin qu'il attacha par un bout à la rambarde et il lança l'autre bout comme un lasso, l'entoura sur l'arc-boutant alors que celui-ci volait au-dessus de sa tête. À la seconde suivante,
l'éparse fut immobilisée et tout fut sauvé. Le schooner avait couru dans le vent et tandis que l'équipage était en train de larguer le canot d'arrière, Kikeg, nu jusqu'à la ceinture, s'élança du bord comme un arc vivant. Pendant 3 minutes ou plus, on le vit nageant comme un chien, projetant ses longs bras devant lui et montrant l'une après l'autre ses épaules musclées à travers l'écume glaciale. Je voyais mon grand et glorieux ami, mais n'apercevais nulle part celui qu'il voulait sauver. Le gringalet avait coulé bas. Maintenant, se redressant dans l'eau, Kikeg jeta un bref regard autour de lui, comme pour se rendre compte où en étaient exactement les choses. Puis il piqua et disparut. Quelques instants après, il réapparut de nouveau, nageant vigoureusement d'un bras et tenant de l'autre une forme sans vie. Le bateau eut au fait de les repêcher. Le pauvre Rustaud fut ranimé. Tout l'équipage déclara que Kikeg était un as. Le capitaine lui fit ses excuses. À partir de cette heure, je m'attachais à Kikeg comme une arapède à un rocher. Oui, et jusqu'à ce que le pauvre Kikeg piquât son dernier et interminable plongeon. Je n'avais jamais vu insouciance pareille à la sienne. Il ne semblait pas se douter qu'il venait de mériter une médaille de sauvetage. Il ne demandait que de l'eau douce, quelque chose pour enlever la saumure. Ceci fait, il mit ses vêtements secs, alluma sa pipe et, regardant avec douceur les gens autour de lui, sembla se dire à lui-même « Ce monde, sous tous les méridiens, est une société anonyme de secours mutuel. Nous autres cannibales, nous nous devons d'aider les chrétiens. » Nantucket. Rien n'arriva par la suite qui vaille la peine d'être dit, et après une belle traversée, nous arrivâmes sains et saufs à Nantucket. Nantucket. Prenez votre carte et regardez-la. Voyez le véritable endroit du monde qu'elle occupe. Elle se tient à l'écart du continent, plus solitaire que le phare d'Eddystone. Regardez-la. Ce n'est qu'une simple petite colline et un brusque coude de sable. Une plage, rien d'autre. Pas d'arrière-terre. Il y a là plus de sable qu'on en userait en 20 ans pour remplacer tous les buvards du monde. Les blagueurs vous diront qu'on est obligé d'y semer de mauvaises herbes parce qu'elles n'y poussent pas naturellement, qu'on y importe des chardons du Canada, que les habitants doivent aller au-delà des mers pour trouver une chenille de bois quand ils veulent arrêter une fuite à une barrique d'huile, qu'on y trimballe des bouts de bois aussi cérémonieusement que les morceaux de la vraie croix à Rome, que les autochtones sèment des champignons devant leur maison pour avoir un peu d'ombre en été, qu'un brin d'herbe y fait oasis, que 3 brins d'herbe, rencontrés au cours d'une promenade, y sont une prairie, qu'on est obligé de s'y chausser de raquettes à sable, comme les lapons se chaussent de raquettes à neige, qu'on y est tellement enfermé, ceinturé, enclos, enveloppé de toutes parts et isolé par l'océan, que les insulaires trouvent parfois des arapèdes collés à leur table et à leurs chaises, comme aux écailles des tortues de mer. Mais ces blagues prouvent tout simplement que Nantucket n'est pas à l'Illinois. Écoutez maintenant la merveilleuse légende par laquelle la tradition explique l'établissement des Peaux-Rouges dans l'île. Voilà cette légende. Jadis, un aigle s'abattit sur la côte de New England et enleva un bébé indien dans ses serres. Les parents, hurlant sourdement, virent leur enfant emporté, hors de vue, sur les vastes eaux. Ils résolurent de partir dans cette direction avec leur canoë et, après une périlleuse traversée, ils découvrirent l'île et là ils trouvèrent une petite cage d'ivoire vide, le squelette de leur pauvre petit. Alors rien d'étonnant que les Nantuckais, nés sur une plage, aient choisi la mer comme gagne-pain. D'abord, ils attrapèrent des crabes et des éperlans dans le sable des rivages. Plus hardis, ils pêchèrent le maquereau à l'aide de filets. Plus expérimentés, ils poussèrent loin en bateau et pêchèrent les morues. Et finalement, lançant sur la mer de grands navires, ils prospectèrent magistralement le monde de l'océan, l'entourant d'un enlacement sans fin de navigation.
jetèrent un œil au détroit de Bering et déclarèrent en toute saison et en tout lieu une guerre incessante à la plus puissante, la plus monstrueuse, la plus montagneuse masse animée qui ait survécu au déluge. Cet Himalaya, ce mastodonte des mers salées, est revêtu d'un tel prestige d'inconscience-puissance que les terreurs qu'il inspire sont plus redoutables que ses attaques les plus rusées. Ainsi, ces Nantuckets, ces ermites de la mer, sortant de leur tanière, dans l'océan, conquirent le monde de l'eau, comme autant d'Alexandre se partageant entre eux l'Atlantique, le Pacifique et l'océan des Indes, comme les trois puissances pirates l'ont fait de la Pologne. Que le Yankee ajoute le Mexique au Texas, qu'il empile Cuba sur le Canada, que l'Anglais envahisse les Indes entières et y plante son drapeau écarlate devant le soleil, n'empêche que les 2/3 de ce globe terraqué appartiennent aux Nantuckets. Car la mer est à eux. Ils la possèdent comme les empereurs possèdent les empires. Les autres marins n'ont que le droit d'y passer. Les navires marchands ne sont que des sortes de ponts suspendus. Les pirates eux-mêmes, ainsi que les corsaires, bien qu'ils sillonnent la mer comme des voleurs de grands chemins, parcourent les routes, ne font que piller d'autres vaisseaux, d'autres fragments de terre, comme eux-mêmes le sont, et ne cherchent nullement à tirer leur existence des abîmes sans fond. Seul le Nantucket réside sur mer et si complet. Lui seul, pour parler le langage de la Bible, y descend dans les bateaux et va çà et là, labourant comme sur sa propre et particulière plantation. C'est là son chez lui, c'est là son affaire qu'un nouveau déluge ne saurait interrompre, même s'il engloutissait la Chine tout entière. Il vit sur mer comme le coq de bruyère dans la lande. Il se cache parmi les vagues. Il les gravit comme les chasseurs de chamois gravissent les Alpes. Des années durant, il ignore la terre, si bien que, lorsqu'il y aborde, elle a l'odeur d'un autre monde, une odeur plus étrange que la lune n'en aurait pour un homme de la terre. Telle la mouette marine qui, au coucher du soleil, plie ses ailes et berce son sommeil, entre les grosses vagues, ainsi, quand la nuit tombe, le Nantucket, hors de vue de la terre, ferle ses voiles et s'étend pour se reposer, tandis que des troupeaux de morses et de baleines évoluent presque sous son oreiller. Ragoût de poisson. Il était tard, dans la soirée, quand la mousse fut paisiblement ancrée et que nous descendîmes à terre. Nous n'avions rien d'autre à faire que souper et nous trouver un lit. Le patron du Jet de la Baleine nous avait recommandé son cousin Josué Husset, du Tâter-le-Pot, qu'il disait être le patron d'une des auberges les mieux tenues de tout Nantucket. En plus, il nous avait assuré que le cousin Josué, comme il l'appelait, était renommé pour ses ragoûts de poisson. Bref, il avait suggéré que nous ne pouvions mieux faire que de tâter de la fortune du pot au Tâter-le-Pot. Comme indication, il nous avait dit de longer un entrepôt jaune à tribord jusqu'à ce que nous trouvions une église blanche à bâbord. Une fois là, en gardant tout ça à bâbord, il fallait tourner de 3 points à tribord et alors nous renseigner auprès du premier passant que nous rencontrerions. Pour commencer, ces explications tortueuses nous embarrassèrent beaucoup, surtout au point de vue orientation. Kikeg insistant pour que l'entrepôt jaune, notre point de départ, soit à bâbord, tandis que moi, j'étais sûr que Peter Coffin avait dit que c'était à tribord. Enfin, à force de chercher dans l'obscurité et de réveiller de temps à autre un paisible habitant pour lui demander notre chemin, nous parvînmes à quelque chose qui ne pouvait tromper. 2 pots de bois énormes, peints en noir, accrochés par leurs oreilles d'âne, pendaient à la traverse d'une vieille pointe de mât, au-dessus d'une vieille entrée. Les cornes de ces traverses étaient sciées de l'autre bout, de telle sorte que ce vieux mât ressemblait assez à une potence. Peut-être étais-je par trop sensible à ce genre d'impression à ce moment-là. Mais je ne pouvais m'empêcher de fixer cette potence avec un vague malaise. J'attrapais le torticolis à regarder les 2 cornes qui restaient. 2 ? Oui, une pour Kikeg, une pour moi. Mauvais augure, pensais-je.
un coffin comme patron d'auberge quand je débarque dans mon premier port, des pierres funéraires qui me sautent aux yeux dans la chapelle des baleiniers, ici une potence, et en plus une paire de prodigieux peaux noirs. Est-ce que ces derniers étaient une allusion détournée aux supplices infernaux? Je fus ramené au sentiment de la réalité par la vue d'une femme à tignage jaune, à robe jaune et à figure toute tavelée de taches de rousseur. Elle se tenait debout à l'entrée de l'auberge, sous une lampe rouge qui ressemblait à un œil poché, et elle gueulait après un homme vêtu d'une chemise de laine pourpre. « Démarrez en vitesse, disait-elle à l'homme, ou vous allez recevoir une peignée. Venez donc, Kikeik, dis-je. Nous y sommes. Voilà Madame Husset. » Et c'était elle. Monsieur José Husset, absent, avait laissé à Madame Husset le soin de s'occuper entièrement des affaires. Quand nous eûmes manifesté notre désir d'avoir à souper et un lit, Madame Husset, remettant sa dispute à plus tard, nous fit entrer dans une petite salle et nous fit prendre place à une table sur laquelle se trouvaient encore les reliefs d'un repas récemment achevé. Puis elle se tourna vers nous, questionnant. « Clovis ou morue ?»« Qu'est-ce que vous voulez dire par morue, madame ?» fis-je avec une grande politesse. « Clovis ou morue ?» répéta-t-elle. « Une Clovis pour souper, une Clovis froide ? Est-ce là ce que vous voulez dire, madame Husset ? Assez froid et gluant réconfort par temps d'hiver, ne trouvez-vous pas, madame Husset ? Questionnai-je. Mais elle était pressée de reprendre sa dispute avec l'homme en chemise rouge, qui l'attendait à l'entrée, et elle eut l'air de n'entendre que le seul mot de Clovis. Elle fila vers la porte ouverte qui menait à la cuisine et cria « Clovis pour deux !» Puis elle disparut. « Kikeik, dis-je, croyez-vous que nous puissions souper à deux avec une Clovis ?» Toutefois, une chaude et savoureuse vapeur, venant de la cuisine, semblait démentir cette morne perspective. Mais, quand le ragoût fumant entra, le mystère fut expliqué. « Oh, doux amis, écoutez. Le ragoût était fait de petites clovis juteuses, à peine plus grosses que des noisettes, mélangées à des biscuits de mer pilés et à du porc salé coupé en tout petits dés. Le tout enrichi de beurre et généreusement saupoudré de sel et de poivre. Nos appétits étaient aiguisés par l'air glacé du voyage. De plus, Kikeik voyait devant lui son plat de pêche favori. Pas besoin de dire après ça si l'excellent ragoût fut expédié en vitesse. Soufflant une minute, je me mis à réfléchir à l'annonce de Madame Husset. Clovis ou morue. L'idée me vint de faire une petite expérience. Allant à la porte de la cuisine, j'ai mis avec emphase le mot « morue » et je revins à mon siège. Presque aussitôt, la savoureuse vapeur surgit de nouveau, mais avec un goût différent, et en son temps, un beau ragoût de morue se trouva posé devant nous. Nous remîmes ça. Et tandis que nous plongions nos cuillères dans les bols, je me demandais si ça se verrait à nos têtes, car on dit des abrutis qu'ils ont une tête à ragoût. Mais regardez, Kikeik, n'est-ce pas une anguille vivante, là, dans notre bol? Où est votre harpon? Plus empoissonné que tous les endroits les plus poissonneux était le tâter-le-pot, qui méritait bien son nom, car tous ces pots étaient toujours sur le feu, mijotant des ragoûts de poisson. Ragoût de poisson pour le petit déjeuner, ragoût de poisson pour dîner, ragoût de poisson pour souper, jusqu'à ce que vous commenciez à sentir des arêtes de poisson vous pousser à travers les vêtements. Le devant de la maison était pavé de coquilles de Clovis. Madame Husset portait un collier de vertèbres de morue, et le vieux Josué Husset avait ses livres de contes reliés dans une peau de requin de qualité supérieure. Quant au lait, il avait aussi un goût de poisson que je ne m'expliquais pas avant le matin, où, comme je me promenais sur la plage, parmi les barques de pêche, je vis la vache tavelée de Josué qui, mangeant des restes de poisson, se promenait sur le sable. Chaque sabot revêtu d'une tête de morue décapitée, ce qui la chaussait pas des mieux, croyez-moi. Le souper fini, on nous donna une lampe et nous reçûmes les instructions de Madame Husset quant au chemin le plus court pour aller au lit. Kikeik allait me précéder lorsque la dame allongea le bras et demanda le harpon. Elle ne permettait aucun harpon dans les chambres. « Et pourquoi ?» demandai-je. « Chaque vrai baleinier dort avec son harpon. Alors pourquoi ?»« Parce que c'est dangereux, répliqua-t-elle.
Puis que le jeune Stinks, en rentrant de ce malheureux voyage, après 4 ans et demi d'absence, avec rien que 3 tonneaux d'huile, a été trouvé mort dans ma chambre de derrière, son harpon dans les côtes. Depuis, je ne permets à aucun pensionnaire d'apporter des armes aussi dangereuses, la nuit, dans leur chambre. Alors, M. Kikeg, elle avait retenu son nom, je m'en vais vous prendre celui-ci et vous le gardez jusqu'à demain matin. Mais le ragoût pour déjeuner demain matin, Clovis ou morue, les hommes? Les deux, répondis-je, et une paire de harengs fumés avec, pour changer un peu.